Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La filière batterie au Québec, l'avenir de la filière batterie au Québec sera positif si c'est bien géré. Si c'est mal géré, Madame la Présidente, ça ne sera pas positif. On constate qu'en énergie, le constat au Québec est frappant. 3 entreprises sur 4 manufacturiers exportateurs du Québec, 3 entreprises sur 4 disent manquer d'électricité pour leurs projets. Le Conseil du patronat le dit. Il y a des dizaines d'exemples d'entreprises qui avaient besoin d'électricité à qui on a dit pas avant 2028. Nos entreprises québécoises se font dire non. On le sait que le gouvernement a confirmé qu'il y aurait à partir de 2027 1500 mégawatts de plus. Or, Nordvolt, c'est pas avant 4 ans. 354 mégawatts, pas avant 4 ans. Aujourd'hui, le bloc est gelé. Lorsqu'on a demandé au gouvernement de libérer ça dans l'intervalle et de fournir Nordvolt au fur et à mesure, le gouvernement, la semaine passée, disait « il n'y en est pas question ». Revirement mardi, la ministre dit « s'il y a une marge de manœuvre, eh bien, peut-être qu'on pourrait utiliser un bloc d'énergie au profit d'autres entreprises ». Elle appelait ça le séquençage. Hier, le premier ministre, il dit « non, moi, je compte ça ». Elle n'a pas dit ça, je compte ça, le séquençage. Donc, le premier ministre contredit sa nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Économie. Les entreprises québécoises ont besoin d'autre chose que des contradictions et des reculs. Sur le principe, le premier ministre est-il d'accord avec le séquençage? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, quand on regarde pour les blocs d'énergie qu'on doit donner, il faut faire du séquençage. Évidemment, il y a un peu d'incertitude sur les blocs qui vont s'ajouter, c'est-à-dire sur la capacité qui va s'ajouter. Vous avez vu, on a annoncé beaucoup de projets dans le secteur éolien, entre autres. Donc, ça va amener de l'énergie additionnelle, bon, l'énergie qui est intermittente. Donc, il faut jumeler avec ce qui se passe du côté de l'hydroélectricité. Il y a des projets aussi de rehausser la capacité de certaines centrales. Il y a des discussions aussi avec Terre-Neuve pour la capacité actuelle de Churchill Falls, pour aussi le rehaussement de la capacité de Churchill Falls. Il y a des discussions, Madame la Présidente, sur tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique pour essayer d'aller chercher des capacités additionnelles. Donc, on revise continuellement les disponibilités d'énergie pour chacune des prochaines années. Dans le dossier de Nordvolt, ils nous ont annoncé que le projet va être retardé d'1 an. Donc, ça veut dire que techniquement, l'énergie qu'ils ont besoin va être retardée d'1 an. Mais, Madame la Présidente, je vais être très clair, puis la ministre de l'Énergie et moi, on est très clairs, il n'est pas question de retirer le bloc d'énergie de Nordvolt. Première complémentaire. Madame la Présidente, Nordvolt va avoir besoin de telle quantité d'énergie à un certain moment donné. Il y a des retards. Nordvolt n'aura donc pas besoin de cette énergie-là. L'objectif de la signature du gouvernement avec Nordvolt, c'est de fournir Nordvolt en temps et lieu. C'est le b.a.-ba en affaires, ça. Dans l'intervalle, je constate que le premier ministre rouvre la porte de séquençage. Il dit Nordvolt n'aura pas besoin pendant au moins 1 an. Est-il ouvert à libérer partie ou tout de cette énergie-là? Du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je pense qu'il y a une question logique que tout le monde comprend, là. Si demain matin, on enlève le bloc de Nordvolt puis qu'on le donne pour toujours à quelqu'un d'autre, quand Nordvolt va arriver 1 an plus tard, il n'y aura pas d'énergie peut-être de disponible, dépendamment de ce qu'on ajoute. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est fait avec une équipe presque à temps plein chez Hydro-Québec. Mais notre objectif, Madame la Présidente, c'est d'optimiser pour les intérêts des Québécois l'utilisation de cette énergie pour créer des emplois payants pour les Québécois. Deuxième complémentaire. Quand la ministre disait mardi dernier au sujet de Nordvolt, je la cite, « S'il y a une marge de manœuvre,
Eh bien, peut-être qu'on pourrait utiliser un bloc d'énergie au profit d'autres entreprises. Elle voulait dire quoi quand elle disait ça? La réponse du premier ministre. Non, c'est correct. Ouais. Oui, Madame la Présidente, effectivement, quand une entreprise nous dit « mon projet va commencer 1 an plus tard », ça libère pour 1 an de l'énergie. Est-ce qu'on est capable, s'il y a de l'énergie qui arrive de plus, de pouvoir servir plus d'entreprises? Bien sûr, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais ce qui est important, Madame la Présidente, c'est qu'on n'ira pas dire à Nordvolt « on vous enlève pour toujours votre bloc d'énergie ». Nous, on y croit à la filière batterie. Quand Ford a arrêté la construction de son usine, je suppose que le Parti libéral aurait enlevé le bloc à Ford. C'est pas une bonne idée. Il y a de l'avenir dans la filière batterie. Troisième complémentaire. Là, on avance, Madame la Présidente, on avance. Là, le premier ministre parle d'un délai d'1 an à partir durant lequel il pourrait utiliser le bloc d'énergie de Nordvolt pendant ce délai d'1 an-là pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai compris. Bon, on avance. Pendant 1 an de retard. Maintenant, j'ai 2 questions très précises. Le délai de retard de Nordvolt, lui qui met des milliards, est-ce qu'il le sait? Combien sera le retard? Et quand il dit il y a une incertitude pour les mégawatts qui vont s'ajouter, il parle de quoi? Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je suis d'accord avec le chef de l'opposition. On avance. On dirait que le chef de l'opposition comprend de mieux en mieux le séquençage. Madame la Présidente, ce qui est important, c'est d'optimiser l'électricité qu'on a. Bon, l'électricité qu'on a va augmenter. On veut, à moyen terme, doubler la capacité d'Hydro-Québec. Donc, il y a des projets d'éolien, il y a des projets de rehaussement de barrage. On regarde à moi je dirais 1 fois par mois que le président d'Hydro-Québec, est-ce qu'on peut devancer la réalisation de certains projets? Mais ce qui est important, c'est de faire la meilleure utilisation possible. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Hier soir, les travailleurs des usines Résolu de Rivière-au-Rat et de Maniwaki ont appris que leurs usines allaient fermer pour une durée indéterminée. Puis dans le cas de Maniwaki, la fermeture va être d'au moins 6 mois. Une fermeture de 6 mois, c'est sans précédent pour cette usine-là. Puis au net, ça veut dire 240 travailleurs d'usine, un autre 150 en forêt, sans compter les producteurs de bois privés partout en Outaouais et en Mauricie qui vont perdre leur gagne-pain. Le premier ministre le demandait encore ce matin, d'être jugé à son bilan. Bien, il se passe quelque chose de grave en foresterie au Québec. Après l'Ascension, Saint-Ludger-de-Milo, les usines du Témiscamingue, aujourd'hui, c'est Maniwaki et Latuc, une après l'autre, après l'autre. Il y a plein de gens ici dans les tribunes là, qui peuvent vous dire tout l'impact que ça a sur une communauté, l'impact dévastateur que ça a sur une communauté, ces fermetures d'usines-là. Combien de fermetures d'usines la ministre va tolérer avant d'agir concrètement pour le secteur de la forêt? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'entrée de jeu mentionner que les premières pensées vont bien sûr pour les travailleurs qui sont affectés par les fermetures d'usines dont mon collègue vient parler. Donc, on est en soutien, on est en discussion avec l'entreprise, mais également ma collègue est en soutien avec un comité d'aide au reclassement là, qui se mettra en place. Ceci étant, Madame la Présidente, on n'a pas attendu qu'il y ait des difficultés. On savait qu'il allait y avoir des difficultés. Et c'est pour ça qu'on a annoncé des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt. C'est pour ça qu'on a fait une grande discussion sur comment on peut améliorer les choses. Parce que rappelons-nous que le régime forestier qu'on a actuellement et qui est décrié par l'ensemble de l'industrie, bien, il a été adopté par le gouvernement libéral de l'époque. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme régime forestier, ce qui ne fonctionne pas, Madame la Présidente, nous, on a annoncé qu'on allait faire les changements nécessaires. On est en train de faire ces changements. On a planifié, on a vu venir qu'il allait y avoir des difficultés. Et on est en soutien avec la filière forestière qui est importante effectivement pour nos régions, c'est importante pour le Québec, pour la décarbonation de notre économie. Et nous, on est là, c'est depuis les feux de forêt de 2023, c'est près d'1 milliard de dollars qu'on a annoncé pour la filière forestière. Première complémentaire. Je m'excuse, mais c'est grave ce que la ministre vient de dire là. On a vu venir les difficultés, on a fait des tables, on a fait des discussions, mais on n'a pas pris action dans ce dossier-là. À la TUC, là, ça fait des semaines que tout le monde sait qu'il y a un risque de fermeture. Le syndicat le savait, les journaux en parlaient, les élus municipaux en savaient,
La ministre le dit à l'instant qu'elle le savait, puis elle n'a rien fait. À Maniwaki, il y en a eu une fermeture en janvier. Qu'est-ce qu'on a fait depuis janvier? Absolument rien. La ministre savait que ces usines-là étaient à risque. Elle n'a rien fait. Comment elle explique ça aux travailleurs ce matin? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, les difficultés qui sont dans l'industrie ne sont pas juste à cause du régime forestier. Il y a un contexte économique. Il y a eu les feux de forêt de 2023. Il y a l'approvisionnement qui a été plus difficile, mais il y a également le conflit du bois d'œuvre. Madame la Présidente, on est en action. On est en action de manière cohérente, considérant également le conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis, puis le marché qui est difficile et le ralentissement économique dans le secteur du forestier pour le Canada au complet. Et nous, on est en action. On est en action en ce moment pour revoir le régime, revoir le contexte d'affaires au Québec. Et on est en soutien, le gouvernement du Québec, ma collègue de l'Emploi, mais également avec Investissement Québec, il y a des programmes pour soutenir les travailleurs. Alors, on suit la situation pour chacune des entreprises, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. OK. J'écoute la ministre, puis c'est comme si c'était une autre journée au bureau. Mais les travailleurs en Haute-Mauricie puis en Haute-Gatineau, là, ils se sont levés avec tout un mal de tête à matin. Puis ce qu'ils veulent savoir de leur gouvernement, ce qu'ils veulent savoir, à part comment ils vont payer l'hypothèque, comment ils vont payer l'auto, puis comment ils vont payer le hockey des petits, là, c'est ce que le gouvernement va faire pour eux aujourd'hui pour les aider à retrouver leur job. À Maniwaki puis à La Tuque, qu'est-ce que la ministre a à leur offrir à part de la requalification puis du déclin? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je suis surprise d'entendre la question de mon collègue. Depuis plusieurs mois, on est en action. Je vous ai annoncé dans la première réponse que je vous ai fournie que c'était près d'1 milliard de dollars qu'on a investi dans la filière forestière depuis 2 ans. Et j'ai eu peu de questions des oppositions sur l'importance de la filière forestière. Fait que j'entends aujourd'hui que, oui, tout d'un coup, ça vous inquiète. Bien, nous, on est en action depuis plus de 2 ans, Madame la Présidente, pour améliorer les choses, soutenir la filière forestière. Elle est importante pour notre gouvernement et on répond présent pour la filière forestière. J'ai annoncé qu'on allait revoir le régime forestier et on est en action sur cet élément pour soutenir, avoir un régime plus agile que celui du gouvernement libéral. En question principale, je reconnais la députée des Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Dormani est un promoteur réputé en Outaouais, soucieux de faire sa part pour la crise du logement qui sévit à Gatineau là, plus que partout ailleurs. Il a longuement travaillé un projet de 2000 unités de logement, dont 400 pour les personnes aînées. Un projet qui a obtenu le feu vert de la Ville. Mais malgré l'urgence des besoins, le ministère de l'Environnement a mis les freins au projet pour protéger la rainette faugrillon de l'Ouest. Le hic, Madame la Présidente, c'est que la dite rainette, elle n'a jamais été répertoriée sur le site en question. Et ça, le ministère le savait, puisqu'on le trouvait dans les avis phoniques du ministère. Alors qu'on a pu voir que le ministère faisait du zèle à Gatineau, bien, pour Nordvolt, on a plutôt vu le contraire. On a évité le BAP, on a accéléré le traitement des demandes, on a déployé le tapis rouge. Est-ce que le ministre peut expliquer ce 2 poids, 2 mesures avec son ministère? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Vous allez comprendre que je vais limiter mes propos concernant le premier dossier dont la collègue fait mention, tout simplement parce qu'il est judiciarisé. Par contre, je salue son effort d'imagination. Établir un parallèle entre ce dossier-là et Nordvolt, ça mérite notre respect. Mais dans les faits, il n'y a aucun lien à établir entre les deux projets, tous les deux très différents, avec des grilles d'analyse aussi tout autant différentes. Ça me permet de rappeler ce qui s'est fait dans le dossier Nordvolt. On a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. On veut développer une filière batterie au Québec. C'est fondamental pour la décarbonation de notre économie. Nous n'avions pas de réglementation pour accueillir cette filière-là. Il fallait la développer. Donc, celles et ceux qui voient un lien, que ce soit avec le projet en Outaouais et Nordvolt, font erreur. Et ceux et celles qui pensent qu'on a favorisé une entreprise en particulier font également erreur. La réglementation dont on s'est doté, elle est applicable à l'ensemble des compagnies qui veulent nous aider à décarboner notre économie à travers la filière batterie. Donc, pas de traitement de faveur, une réglementation qui est prévisible pour tout le monde. Première complémentaire. Non, Madame la Présidente, je comprends très bien que le dossier est judiciarisé.
Mais avant de se rendre en cours, le promoteur a tout tenté pour débloquer son projet. Il a commencé par le député de Chapleau, sans résultat. Il s'est ensuite adressé au ministre régional, le député de Papineau, sans résultat. Les deux disent avoir transmis le message au ministre de l'Environnement, mais toujours sans résultat. Alors, je vais poser une simple question. Ça prend combien de députés caquistes pour débloquer un dossier? La réponse du ministre de l'Environnement. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, si la collègue revient sur le projet en Outaouais, compte tenu des recours judiciaires, je ne pourrais pas en dire bien davantage. Au cours des prochains mois, au gré de la procédure, on pourra voir comment le dossier évolue. Mais je suis plutôt fier de notre réglementation en matière d'environnement. Et c'est un petit peu ironique parce que la collègue, elle est et porte-parole en environnement et porte-parole en affaires municipales. Lorsqu'elle prend son chapeau en environnement, elle dit qu'on n'est pas assez sévère. Et lorsqu'elle prend un autre chapeau, elle dit qu'on l'est trop. Donc, ce n'est pas tout à fait cohérent comme démarche, mais la réglementation, elle l'est. Elle est prévisible. Les promoteurs savent à quoi s'attendre. Les promoteurs savent quelles sont les obligations qu'ils doivent rencontrer. Et ultimement, les autorités complémentaire. Madame la Présidente, est-ce que le ministre est fier de bloquer 2000 unités de logement? J'espère que non. Alors, je vais le répéter à nouveau. Là. On a un besoin urgent à Gatineau, puis on a perdu 2 ans. Ça a été bloqué pendant 2 ans par le zèle du ministère de l'Environnement. Tout ça pour des rainettes qui n'existaient pas, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre peut nous rassurer qu'à partir de maintenant, son ministère va assurer une réelle importance aux demandes liées qui sont pour des projets de logement? On est en pleine crise du logement. La réponse du ministre. Encore une fois, je suis limité dans mes propos, Madame la Présidente, mais je note aujourd'hui qu'on parle du zèle du ministère de l'Environnement. Je pourrais citer la collègue à plusieurs reprises où elle me reproche de ne pas en faire assez en matière d'environnement. Donc, c'est un grand jour, Madame la Présidente, et on cherche l'équilibre du côté de cette Chambre, et je pense qu'on y parvient. Et si la collègue veut parler et travailler de façon constructive sur ces enjeux-là, ça va me faire plaisir de travailler avec elle. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. À chaque jour, ma boîte courriel est pleine d'appels à l'aide. Des jeunes qui s'entassent à 5 dans un 4,5, des infirmières qui ne voient plus le bout de leur chiffre de nuit, des pères de famille qui ne savent plus où couper pour mettre de la bouffe sur la table. Cette semaine, ces gens-là ont lu 2 titres dans le journal. Page de gauche. Désolé, il n'y en a plus d'argent au gouvernement du Québec. Il va falloir se serrer la ceinture. Page de droite. 6,5 millions de subventions à un tournoi de golf professionnel à 200 $ le billet minimum. Nos services sont tout croche au Québec, Madame la Présidente, et ça va juste empirer avec l'austérité qui s'en vient. Sauf que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Des millions, il y en a pour le golf, des millions, il y en a pour les Kings, des centaines de millions, il y en a pour une start-up suédoise sur le bord de la faillite. La morale de l'histoire, Madame la Présidente, c'est qu'au Québec, c'est toujours les mêmes qui serrent la ceinture. On apprend ce matin que la présidente du Conseil du Trésor, je la cite, veut s'en tenir aux dépenses vraiment nécessaires. 6,5 millions de dollars pour un tournoi de golf. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, vous pouvez vous asseoir. J'allais vous dire qu'il ne s'agit pas d'un tableau didactique et que vous connaissez la règle. Poursuivez, vous avez 10 secondes. La ministre, la présidente du Conseil du Trésor nous dit qu'il faut s'en tenir aux dépenses nécessaires. 6,5 millions pour du golf professionnel. C'était-tu vraiment nécessaire? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je rappelle que depuis 6 ans, depuis qu'on est au gouvernement, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %. On pense que c'est important d'investir en éducation. On a augmenté aussi les prestations d'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi de 50 % parce qu'on pense que c'est important de les aider. Madame la Présidente, ce que dit la présidente du Conseil du Trésor, c'est que cette année, on prévoit dans l'ensemble des ministères une augmentation des dépenses de 4,6 % et
On veut s'en tenir à ce 4,6 %. Ça s'appelle de la bonne gestion. Première complémentaire. Tout le monde a remarqué, là, le premier ministre n'a pas dit un mot sur sa subvention de 6,5 millions à la PGA, qui a 1,9 milliard de revenus chaque année. Si le premier ministre est fier de sa décision, s'il appuie sa ministre qui met 6,5 millions pour un tournoi de golf professionnel, qui se lève en cette Chambre et qui ait le courage de défendre ses choix. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, notre gouvernement fait le choix d'aider certaines activités qui amènent des retombées économiques. Notre gouvernement fait le choix d'aider des entreprises qui amènent des retombées économiques. Ce que Québec solidaire fait, là, c'est de dire, dans le fond, on ne devrait pas aider, on ne devrait rien donner aux entreprises, on ne devrait pas aider les activités artistiques, culturelles, parce qu'on devrait, ou sportives, si vous aimez mieux, qui ont des retombées. Dans le fond, ils essayent de mettre en opposition ce qu'on essaye de faire pour attirer des retombées économiques. C'est terminé. Deuxième complémentaire. Le même tournoi a été organisé en Caroline du Nord, pas de subvention publique. Le même tournoi a été organisé au New Jersey, pas de subvention publique. Savez-vous quelle réputation le premier ministre est en train de faire au Québec? La réputation d'un Québec guichet automatique des millionnaires du sport professionnel. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que 6,5 millions pour des golfeurs professionnels, c'est juste injustifiable? Au moins qu'ils le reconnaissent. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est démontré qu'il y a des activités sportives. Prenez la F1. Là. Tous les pays se battent pour pouvoir avoir des courses de la F1 parce que ça attire des touristes. Je me rappelle, quand j'étais président d'Air Transat, on ajoutait des avions pour que les Européens viennent assister à ces activités. Donc, Madame la Présidente, ce qui est important de calculer, c'est est-ce qu'il y a plus de retombées que le coût qu'on investit? Je sais que Québec solidaire n'est pas capable de comprendre ça, mais on va essayer de continuer à leur expliquer. En question principale, vous êtes rendu en principale? D'accord. Oui, monsieur le leader, oui. Si le premier ministre, effectivement, a des études qui viennent soutenir ces arguments, qui déposent des études. Merci. Monsieur le leader du gouvernement, je vais régler ça. Règlement. C'est le chef. Je suis debout, monsieur le leader. Je suis debout, on ne vous entend pas, votre micro est fermé. On va poursuivre. J'aimerais entendre en question principale la députée, s'il vous plaît, un peu de silence. Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. En pleine pénurie de profs, alors que des élèves n'ont pas de profs devant la classe, ou certains voient plusieurs profs défiler devant leur classe pendant l'année, on apprend ce matin que le nombre d'inscriptions en enseignement a drastiquement chuté. Ça baisse partout dans les facultés d'enseignement, ça baisse au secondaire, au primaire et au préscolaire, dans plusieurs universités. Ça baisse aussi dans les programmes d'adaptation scolaire. Ça, c'est des profs qui enseignent à des élèves qui ont de grandes difficultés, qui sont à risque de décrochage. On savait que les mauvaises conditions de travail font fuir les profs, mais là, ça fait aussi fuir les étudiants. Déjà que 25 des profs qui quittent déjà dans les 5 premières années. Il y en a de moins en moins qui choisissent la profession d'enseignement. Clairement, les solutions du ministre ne donnent pas de résultats. Qu'est-ce que le ministre va faire de différent pour attirer la relève dans nos écoles? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, d'abord de conclure que les mesures qu'on met en place ne donnent pas de résultats. Je rappelle que les chiffres qu'on a sous les yeux ne tiennent évidemment pas compte, par exemple, de l'augmentation des salaires que nous venons de négocier dans le dernier contrat de travail.
Ça tient évidemment pas compte de l'amélioration des conditions d'enseignement dans la classe avec l'ajout d'une deuxième adulte dans à peu près la moitié des classes du primaire au Québec, primaire public. Ça ne tient pas compte, évidemment, des 5 400 nouvelles permanences qu'on vient de donner à des enseignantes et à des enseignants qui étaient à contrat, mais qui avaient une tâche à temps plein, à un 100 %. Là, il y en a 5 400 qui auront une permanence. Et j'en passe et des meilleurs, Madame la Présidente. Alors donc, on a consenti un investissement historique de valorisation de l'éducation dans le dernier contrat. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'avant ces améliorations, mettre de l'avant ces avancées pour valoriser l'éducation et inciter les jeunes à choisir les carrières en éducation. Et j'interpelle la députée, j'interpelle la Chambre, j'interpelle la société québécoise, Madame la Présidente, parce que si on veut mettre un terme à cette... je continue dans le deuxième. Silence. Première complémentaire. Madame la Présidente, les solutions du ministre ne marchent pas, ça ne donne pas de résultats. Et là, je ne veux pas l'entendre distribuer les blâmes à tout le monde, puis dire qu'il faudrait qu'on parle de façon positive de l'éducation, puis c'est ça qui attire pas les gens. C'est quand même lui qui a dit que c'est facile d'enseigner en maternelle. Regardez, c'est au primaire et dans les maternelles qu'on a le moins d'étudiants. Donc, le ministre n'a que lui-même à blâmer. Quand l'ancien ministre de l'Éducation avait dit que la pénurie, c'est un problème limité dans le temps, moi, j'aimerais ça entendre les solutions pour le futur du ministre de l'Éducation actuel. Réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, si on veut réussir à surmonter cette pénurie, il faut mettre de l'avant, justement, les avancées que nous avons réalisées. Et donc, nous avons tous une responsabilité là-dedans, y compris Québec solidaire, Madame la Présidente. Quand elle dit « les solutions ne fonctionnent pas », ce n'est pas vrai. Moi, j'en ai appelé à la création de programmes de 30 crédits, des voies rapides, pour permettre à des enseignants qui ont déjà un bac d'aller chercher leur pédagogie. Ça fonctionne. La TELUC a créé plusieurs nouveaux programmes. Il y en a 4 nouveaux qui vont être créés en univers social, sciences, adaptation scolaire et enseignement des arts. Il y a certaines universités qui répondent à l'appel. Elle doit se joindre à moi pour en inciter d'autres à se joindre à notre effort collectif. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, est-ce que le ministre va vouloir qu'on ferme les facultés d'éducation pour avoir seulement des formations sur Zoom pour les gens qui choisissent l'enseignement comme deuxième carrière? C'est important aussi qu'il y ait des gens qui la choisissent comme première carrière. C'est pas les salaires, c'est les conditions de travail qui font en sorte qu'on a moins de profs qui fuient, qui quittent l'enseignement, puis il y en a moins qui s'inscrivent. Les conditions de travail, c'est fondamental. C'était une des raisons pour laquelle il y a eu une grève. C'est une des raisons aussi pour laquelle, en santé, on a moins d'infirmières. Est-ce que le ministre peut penser aux parents qui n'ont pas... La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, non seulement je pense aux parents, mais je pense aux enfants. Quand on travaille en éducation, on travaille pour les enfants. Et c'est pour ça que je me lève à tous les matins pour travailler pour nos enfants, parce que l'éducation, c'est l'avenir de nos enfants. Et quand elle déprécie, comme elle le fait, les solutions qu'on met de l'avant, elle n'est absolument pas constructive. Le temps est venu, Madame la Présidente, de se mettre ensemble, sans nier les problèmes. Il faut quand même mettre de l'avant ce qui se fait de beau et de bien en éducation. Si on veut attirer des relèves, si on veut attirer des jeunes en éducation, et on a tous une responsabilité, tout le monde ici, en cette Chambre, a cette responsabilité. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous connaissez le règlement. Article 32. Pas de commentaires après les réponses. C'est bon pour tout le monde. En question principale, s'il vous plaît, on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. En question principale, je reconnais le député de Jean Lesage. On vous écoute, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Alors aujourd'hui, le président de la République française est en visite au Québec. Il ira à Montréal et non pas ici dans notre capitale nationale. La loi est pourtant claire, je la cite, « Le territoire de la ville constitue le lieu privilégié et prioritaire de l'accueil des dignitaires étrangers en visite au Québec, des rencontres diplomatiques et des sommets gouvernementaux. » Pendant que la CAQ fait semblant de défendre les compétences du Québec, elle foule aux pieds la loi sur la capitale nationale. Ça fait une semaine qu'on en parle, et la réponse du ministre de la capitale nationale, c'est que la situation n'est pas si pire, que 66 % des accueils des dignitaires à Québec, c'est pas mal. Mais 66 %, c'est pas beaucoup plus que la note de passage.
Le ministre de la capitale nationale est-il à l'aise de trahir la loi sur la capitale nationale? Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter cette fois-ci. Madame la Présidente, c'est un mot lexique. Trahir, on prête des intentions. 35, Madame la Présidente. Il est là, je vous invite à le retirer, effectivement. Retirer ce mot qui est au lexique, monsieur le député, je vous invite à le retirer. Vous le retirez? Monsieur le leader? Effectivement, le mot s'y trouve, mais ce n'est pas dans ce contexte-là, dans ce sens-là. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je vais trancher. J'avais tranché, je vous invite à le retirer et nous allons poursuivre les échanges avec une réponse. Vous retirez, monsieur le député? Je retire, je remplace par enfreindre gravement. Merci. La réponse du ministre responsable de la région de la capitale nationale. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, effectivement, le statut de la capitale nationale qui a été adopté en 2018, à l'époque, j'avais fortement milité pour ça à la Ville de Québec. On y croit fortement. Et comme gouvernement, on y croit également fortement. Et ce qui est inscrit à l'intérieur de la loi, c'est très clair. La capitale nationale doit être le lieu privilégié et le lieu prioritaire. Et pour être en mesure de conclure là-dessus, c'est à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, il faut l'analyser en favorisant fortement la présence dans la capitale nationale, ce qui est normal. C'est notre capitale, c'est notre lieu d'État et de lieu politique. Naturellement, Madame la Présidente, il peut arriver, dans des contextes particuliers, avec des agendas particuliers, dans des visites, que ça n'y s'y prête pas. Mais pour nous, on s'est donné l'outil de mesurer ça. J'avais dit 66 %, c'est 70 % des rencontres de cette nature se tiennent effectivement dans la capitale nationale. On regarde la progression et on insiste toujours pour que ça soit fait quand c'est possible de le faire. Alors, c'est prioritaire et c'est privilégié, c'est ce qu'on fait. Première complémentaire. Madame la Présidente, 70 % c'est pas prioritaire. Quand on a 70 % ou 66 parce que je ne sais pas très ce que ça compte, là, tout ce que ça englobe, on ne dit pas « j'ai fait de cet examen-là une priorité ». Si le gouvernement à 70 % est satisfait, on se demande à quelle hauteur il met la barre pour la gestion des finances publiques, pour l'avenir du Québec. Il se dit « moi, je gouverne bien à 70 %, je fais ça comme il faut à 70 %, c'est pas assez ». La réponse du ministre, on l'écoute. Bon, naturellement, les nouveaux sont satisfaisants, ça dépend en fin de compte des points de vue. Actuellement, à 70 % on regarde la progression dans le temps. Et cette loi-là, ce statut-là, date de 6 ans. Et pour nous, là, on le fait nôtre, là. Au gouvernement, à toutes les fois qu'il y a une opportunité, on la regarde en disant la capitale nationale, c'est prioritaire et c'est privilégié. Maintenant, la situation de cette semaine où le président français va avec le premier ministre du Canada à Ottawa, puis il vient sur Montréal pour un événement. Ça s'inscrit dans son agenda. Nous, on fait une rencontre, mais quand c'est pas possible... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas sérieux. Québec-Montréal en avion, c'est à peu près 35 minutes. Si ça, c'est un défi logistique insurmontable pour la CAQ, on est vraiment mal pris. Est-ce que le ministre de la capitale nationale, j'ai regardé sur Google Maps, là, 35 minutes, j'imagine qu'il n'est pas venu ici en bicycle. Est-ce que le ministre s'engage à ce que toutes les prochaines rencontres... Trop silent. Trop bruyant. Trop bruyant. Monsieur le député, vous avez 5 secondes. Posez votre question. Le ministre de la capitale nationale s'engage-t-il à ce que toutes les prochaines rencontres de dignitaires d'ici les 2 ans de mandat qui lui restent soient à Québec? La réponse du ministre. Non, Madame la Présidente, ne m'engage pas à ça. C'est complètement ridicule. La loi dit que ça doit être prioritaire et privilégié. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une visite, on doit le regarder dans cette perspective-là et favoriser de manière prioritaire et privilégiée. Monsieur le leader, oui, je vous reconnais. Oui, merci. Le ministre a utilisé un mot qui est non parlementaire. Vous avez raison. Je vous invite à le retirer. Je voulais utiliser.
devait être un fabuleux mot d'esprit. Je ne l'ai pas entendu. Cela dit, faisons attention. Retirez le mot non parlementaire que vous avez dit et on va poursuivre. Je le retire volontiers, Mme la Présidente. Alors, quand mon collègue me dit « Prenez-vous l'engagement que 100 des rencontres de cette nature-là seront tenues dans la capitale nationale? » Ben non. C'est prioritaire et privilégié, et selon certains contextes qu'on est prêt à expliquer et à exprimer, bien, ça ne sera pas le cas. Mais quand je regarde dans le temps la progression qui est faite, on est certainement le gouvernement qui a pris cet engagement le plus à cœur. On va continuer à le faire. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre nous a dit hier en Chambre qu'il n'avait jamais demandé d'appuyer un parti au fédéral, qu'il avait juste dit, et là j'ouvre les guillemets, qu'on ne devrait pas appuyer le gouvernement de Justin Trudeau tant qu'il ne prendra pas l'engagement clair de réduire le nombre de temporaires au Québec. Fermez les guillemets. Or, ce n'est pas ça qu'il avait demandé la semaine précédente. Dans un niveau d'improvisation sans précédent, il m'a demandé personnellement de demander au Bloc québécois de renverser le gouvernement Trudeau dans le contexte spécifique d'un vote sur une motion. C'est très différent. Tout le monde a compris que dans le contexte actuel, faire tomber Trudeau signifie mettre au pouvoir son nouvel acolyte, Pierre Poilievre. On sait que pour le premier ministre, obtenir tous les pouvoirs, obtenir les pleins pouvoirs en immigration, c'est une question de survie de la nation pour éviter la louisianisation. Donc, j'ai deux questions très simples pour le premier ministre. Est-ce qu'il peut s'engager ici, devant tous les parlementaires, à demander formellement et officiellement à son acolyte Pierre Poilievre de donner au Québec les pleins pouvoirs en immigration? Et si on ne l'obtient pas de la part des conservateurs fédéraux, que va-t-il faire pour assurer la survie de la nation, étant donné ses échecs répétés avec le gouvernement fédéral depuis 6 ans? C'est quoi là? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, depuis 2 ans, le nombre d'immigrants temporaires est passé de 300 000 à 600 000. Donc, une augmentation de 300 000, là, ça veut dire au moins 100 000 logements qu'il faut construire. Il nous manque déjà d'enseignants, il nous manque déjà d'infirmières. Puis ça pose un problème important parce qu'une bonne partie ne parle pas français, donc pour l'avenir du français à Montréal. Donc, Madame la Présidente, ce que je demande à M. Trudeau depuis 6 mois, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Je souhaite que ce soit la question de l'urne pour tous les partis au fédéral lors de la prochaine élection. Et, Madame la Présidente, ça devrait être le sujet actuellement avec le gouvernement en place, donc de ne pas accorder sa confiance au gouvernement de M. Trudeau tant que celui-ci ne s'engagera pas concrètement à réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Madame la Présidente, je vais être clair, mon seul parti pris, c'est pour la nation québécoise. Et je m'attends à ce que tous les partis au fédéral, incluant M. Poilievre, incluant M. Singh, incluant M. Trudeau, incluant le Bloc, s'engagent à réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires au Québec. C'est tout ce que j'ai dit, mais je vais le répéter d'ici l'élection. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre nous réitère qu'il a perdu le contrôle de l'immigration au cours des dernières années et que ses demandes répétées au gouvernement Trudeau ont tous été des échecs. Ça, on le sait déjà. La question que je lui pose, c'est puisqu'il suggère qu'on devrait faire tomber le gouvernement Trudeau pour placer Pierre Poilievre, est-ce qu'il peut faire formellement, officiellement, la demande à Pierre Poilievre de nous donner les pleins pouvoirs en immigration, puisque c'est sa prétention que c'est une question de survie de la nation? Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il a trop peur de la réponse? La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je suppose que le chef du troisième groupe d'opposition avait écrit sa complémentaire avant que je vienne de répondre à sa deuxième question. Je demande à M. Trudeau, à M. Singh, à M. Poilievre et à M. Blanchet de prendre l'engagement de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec de moitié. Ça ne peut pas être plus clair.
Deuxième complémentaire. Ça ne peut pas être plus clair qu'on passe complètement à côté de la question. Je réitère ma question. Est-ce que le premier ministre va demander à son acolyte Pierre Poilievre de s'engager à donner au Québec les pleins pouvoirs en immigration? C'est sa demande fondamentale qui constitue une question de survie de la nation. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'on doit comprendre devant tout le monde ici qu'il ne le fera pas parce qu'il connaît la réponse, parce qu'il a trop peur de la réponse de Pierre Poilievre? La réponse du premier ministre. Bon, on recommence, Madame la Présidente. Je pense que ce qui est urgent actuellement, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Je ne comprends pas que le chef du troisième groupe d'opposition ne comprenne pas ça. L'idéal, c'est d'avoir tous les pouvoirs en immigration. OK? Ça, on est tous d'accord avec ça. On le demande à tout le monde. OK? Mais, pour l'instant, peut-il m'aider à convaincre Yves-François Blanchet de ne pas donner sa confiance à M. Trudeau tant qu'on n'aura pas obtenu ça? En question principale, je reconnais maintenant la députée de Vaudreuil. Présidente, s'il y a un sujet avec lequel on ne peut pas faire de politique, c'est certainement la sécurité des citoyens. Vaudreuil-Soulanges est aux prises avec des problèmes de congestion monstres qui paralysent notre quotidien, vous le savez. Mais je dois aussi vous parler de la peur des parents lorsque leurs enfants marchent pour se rendre à l'école parce que des automobilistes, à bout de patience, coupent dans les quartiers résidentiels pour éviter d'être encore en retard au travail. Aussi, il y a cette camionneuse qui a été frappée au visage par un automobiliste enragé, le 3e cas de rage au volant en quelques semaines. Des piétons, des cyclistes qui évitent de justesse des blessures chaque jour parce qu'on se rappelle que l'autoroute 20, c'est un boulevard urbain avec des feux de circulation, un cas unique au Canada. Je ne suis quand même pas la seule députée à recevoir des appels de citoyens en panique. Je demande donc à la ministre régionale ou encore à la députée de Soulanges de se lever et de dire qu'elles vont agir pour corriger rapidement la situation avant qu'un malheureux accident arrive à nos enfants. La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, je remercie la députée pour sa question. C'est un sujet d'actualité, la protection de nos enfants, la protection des piétons pour traverser donc ces zones scolaires. Et vous savez, j'ai été ministre des Transports pendant 4 ans. Ma collègue aussi, qui est là depuis 2 ans, prend la situation extrêmement au sérieux. On a baissé la vitesse, on a donné l'outil aux municipalités de baisser la vitesse à 30 km/h. On a mis des mesures coercitives en place pour augmenter les amendes. On a mis des radars pédagogiques un peu partout sur le territoire pour inciter les automobilistes à baisser leur vitesse. On fait de la prévention aussi avec les corps de police partout sur le territoire québécois pour se donner des outils et d'être capable de prévenir au lieu de guérir. Il reste que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Mais on fait tout en notre pouvoir pour être capable de répondre à ce sentiment de sécurité que la population souhaite pour ce qui est des traverses de piétons, des traverses scolaires. Donc, dans ces conditions, vous comprendrez qu'on continuera de faire le travail exactement comme on le fait présentement, toujours en indiquant qu'il faut nécessairement amener des choses qui vont nous permettre d'avoir une situation qui va s'améliorer dans les prochaines années. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'invite le ministre à venir m'indiquer où, dans Vaudreuil, les panneaux sont posés parce qu'il n'y en a aucun. Il y a ni autour des écoles, il n'y a absolument rien en lien avec ces propos. Hier, en commission parlementaire, on a demandé au gouvernement de la CAQ de saisir de la pétition signée par 16 000 citoyens, 16 000 pétitionnaires qui demandent de mettre en place des alternatives comme réaliser une voie de contournement. Je relance la ministre régionale, la députée de Soulanges. Est-ce qu'elles ont une voix au caucus? Est-ce qu'elles peuvent nous aider? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je ne sais pas si la sous-question, qui est l'optimisation de l'autoroute 20, je vais quand même lui faire part de cette situation qu'elle connaît bien. Là. Elle le sait que le MTQ, le MTMD, a mis en place une table d'échange entre les élus de la MRC et le ministère des Transports. Elle le sait aussi pour l'optimisation de l'autoroute 20. Je sais que c'est un dossier qui l'interpelle depuis des mois déjà. L'étude d'opportunité a été mise de l'avant en janvier 2023, qui inclut nécessairement l'étude des besoins, qui a été déposée donc aux élus en février 2024. Je pense qu'elle en a pris connaissance. On est donc présentement à une des étapes finales pour l'étude de solutions qui est en cours. Donc, ça nous fera plaisir de continuer de partager ces informations avec les élus nécessairement, les élus de l'Assemblée nationale et les élus municipaux. Deuxième complémentaire. Bien, clairement, Madame la Présidente, le gouvernement caquiste ne veut pas s'en mêler. On préfère attendre un autre rapport d'un comité qui a été mis sur pied il y a 6 ans.
Complètement. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Il va arriver un accident fâcheux. La sécurité, c'est important. Les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école à pied. Les parents ne les laissent pas aller. Des jeunes parents qui viennent élever, qui choisissent Vaudreuil, qui choisissent Soulanges, parce que c'est deux belles municipalités qui offrent des deux belles régions qui offrent des services. Ils ne peuvent même pas jouer dans la rue au hockey. Leurs enfants ne peuvent même pas marcher. C'est le Réponse du ministre. Comme je l'ai mentionné, Mme la Présidente, c'est un sujet qui est pris au sérieux au ministère des Transports depuis des années, autant quand j'étais là que pour ma collègue présentement. On a abaissé la vitesse, on a augmenté les amendes, on a donné des outils aux municipalités aussi pour des radars pédagogiques. Il y a de la prévention aussi qui est faite du côté des corps de police pour s'assurer en début d'année et même dans le cours de l'année de s'assurer que les automobilistes ne passent pas donc la vitesse permise sur ces corridors scolaires. Donc, on va continuer de faire le travail pour sécuriser les parents et les enfants en premier lieu. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.